des architectes paysagistes. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Sacrobosco, le bois sacré, est un jardin mystérieux situé au nord-est de Rome. C'est l'œuvre d'un personnage singulier de la Renaissance italienne, Vicino Orsini, seigneur de Bomarzo. Après une longue carrière de militaire et de mercenaire, il fait bâtir au pied de son château un parcours qui reflète encore aujourd'hui sa détermination à exprimer ses idées non conformistes. Chaque élément du décor du jardin est ici précisément mis en scène. Vicino Orsini crée les premières œuvres dans les années 1550 et embellit le jardin jusqu'à sa mort en 1584. Il nous entraîne dans un parcours labyrinthique autour d'une trentaine de sculptures et de monuments aux formes surprenantes. Maria Luisa del Giudice est architecte conservatrice du jardin de Sacrobosco. Maria Luisa, quand on est au Sacrobosco, on voit bien qu'on est à l'opposé du style des jardins de cette deuxième moitié du XVIe siècle, de la Renaissance italienne. On n'est pas dans un jardin régulier, on est plutôt dans une sorte de sentier forestier, d'un parcours avec un début et une fin. Oui, son créateur, Vicino Orsini, l'appelait d'ailleurs « mon petit bois ». Il ne l'a jamais appelé mon jardin, mais « mon petit bois ». Et par ailleurs, je trouve que les arbres qui constituent cette forêt, les chênes, les lauriers, les châtaigniers, ce sont tous des arbres qui sont un petit peu crochus. On a vraiment l'impression de rentrer dans un conte de fées, dans Blanche-Neige par exemple. Et ça fabrique une ambiance, ça fabrique une atmosphère. Oui, bien sûr. C'était un bois obscur, mystérieux, avec des filets de lumière qui entraient ici et là entre les arbres. Et puis ce que je comprends de ce jardin, c'est qu'on est le long d'un sentier avec des ponctuations qui sont représentées par des statues comme des petites charges émotionnelles le long du parcours. Il voulait que ces statues aient plusieurs significations. Une des premières sera de tester la culture de ses amis, car chaque statue, chaque sculpture a plusieurs sens. En fonction de chaque culture, elle peut être interprétée d'une manière ou d'une autre. D'autre part, il voulait qu'elles soient les représentations de nos peurs, des peurs humaines. Par exemple, cette bouche quasi infernale. Si, quand on la regarde de l'extérieur, elle nous fait peur et qu'on essaye de s'échapper, c'est comme si on n'arrivait pas à affronter nos peurs. Si par contre on rassemble notre courage et entrons dans la bouche, nous verrions que ce n'est pas quelque chose qui est si redoutable. C'est un joli lieu dans lequel il est même agréable de rester quand il fait chaud dehors. Par conséquent, il voulait nous dire que nos peurs, nous devons les affronter parce qu'au final, elles ne sont pas si terribles comme on le croit lorsqu'on les fuit. Et puis Vicino Orsini, il va piocher dans tout un tas d'éléments de son imaginaire, autant l'Asie que le Nouveau Monde, que les gravures médiévales et puis les temples étrusques. Oui, ça c'est le monde de Vicino. C'est Vicino. À l'origine, il vient d'une terre étrusque.
Mais c'est un homme cultivé qui transporte avec lui en ce lieu sa culture, tous les poèmes de l'époque. De plus, pour son travail, il était militaire, il avait voyagé dans toute l'Europe. C'était la période où avait été découverte depuis peu l'Amérique. Donc, on parlait du Nouveau Monde. Il y avait des choses qui arrivaient de ce Nouveau Monde, qui, ici, étaient complètement inconnues. Il assimile toutes ces choses, les mélange et les reproduit ici, à Bomarzo. Dans le bois sont disséminées des séries d'inscriptions avec des vers de 10 syllabes. Sur celle-ci en particulier, Vicino explique que dans le monde, il existe d'innombrables merveilles, mais que le petit bois ressemble uniquement à lui-même et pas aux autres. Cela veut dire qu'il est unique dans sa beauté, dans son originalité. Le Sacro Bosco de Vicino Orsini se déploie dans un vaste sous-bois. Un sentier serpente à flanc de montagne, depuis l'entrée principale en fond de vallée, en passant par la maison penchée, pour finir au temple dédié à sa femme Giulia. Le chemin s'ouvre sur une succession de scénettes composées de statues énigmatiques ou d'hommages au patrimoine étrusque de la région. Tous les ouvrages de Sacro Bosco ont été directement taillés dans la roche volcanique. Et si l'on ignore qui les a sculptés, on sait en revanche que Vicino Orsini supervise lui-même le chantier. Il s'inspire du savoir-faire des Étrusques, dont la présence dans la région est avérée par de nombreux vestiges. Salvatore Foschi est archéologue amateur. En 2008, il a dégagé de la végétation un monument attribué aux Étrusques. C'est là. Ah, c'est extraordinaire, c'est ça ta pyramide? Oui, c'est la pyramide. Elle est également appelée Pierre du Prêcheur par les gens d'ici. Regarde où je t'emmène. Fais attention à la tête, parce que ça fait mal, ça. Regarde, regarde ce lieu. Le temps s'arrête ici. Ça, c'est vraiment un lieu mystérieux pour beaucoup de gens. Très intriguant. D'un point de vue officiel, on le considère comme un monument rupestre, taillé dans la roche affleurante. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit souvent comme un monument funéraire, mais ça pourrait être aussi un lieu où ils observaient les astres, ou encore un monument sacrificiel. Il y a tellement d'hypothèses. Mais au final, rien de sûr. Donc ça reste un monument un peu mystérieux, disons, pour celui qui croit au mystère. C'est un peu mystérieux, et c'est ça qui est beau. Salvatore Vicino, il avait une passion pour ces terres. C'est des terres étrusques, un territoire étrusque. Ici, c'est une culture, la culture étrusque, qu'on connaît mal. C'est assez mystérieux. Effectivement, les Étrusques qui ont vécu ici au 7e siècle avant Jésus-Christ se sont ensuite déplacés vers d'autres villes, comme par exemple Tarquinia, Tuscania ou encore Volci. Ici, ils avaient des conditions favorables pour prospérer. C'est une population qui était pauvre, mais qui s'est enrichie au fil du temps. Quand les Romains ont dominé la région, ils se sont appropriés les idées des Étrusques. Et donc, les Étrusques se sont retrouvés dépossédés de leurs travaux et de leurs idées. Les Romains les ont ensuite transformés en quelque chose de grandiose dans leur empire. Voilà ce qui s'est passé. Et alors, Vicino, qu'est-ce qu'il venait chercher finalement dans ces ouvrages étrusques, dans cette culture étrusque?
Orsini connaissait ces lieux. Aujourd'hui, au Sacro Bosco, on voit d'immenses blocs de pierre qu'il a transformés en s'inspirant du passé. Si on regarde bien, on voit l'imagination dont l'artiste a fait preuve en transformant les rochers. Vicino Orsini s'inspire de la civilisation étrusque, mais il ajoute sa touche personnelle et crée un style qui le rapproche du mouvement maniériste. Ce courant se distingue à la fin de la Renaissance italienne par son refus des règles traditionnelles d'harmonie et d'imitation de la nature. Chaque artiste affirme sa liberté, voire son extravagance. Renata Samperi est professeure d'histoire de l'architecture à l'université de Rome Sapienza. Renata, ça c'est une forme de statue qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans les jardins européens. En effet. Disons que Bomarzo voulait vraiment émerveiller, étonner, surprendre, avec ses extravagances, dans l'esprit maniériste. Et alors concrètement, Renata, le maniérisme, comment il s'exprime sur cette tortue? L'important, c'est la relation entre les éléments, entre les dimensions des différents éléments. La tortue gigantesque et la statue très petite. La tortue, comme la statue, sont sculptées de manière plus ou moins classique, mais c'est vraiment le rapport entre les dimensions qui crée cet effet d'extravagance. Ce manque d'harmonie est vraiment une des caractéristiques avec lesquelles Orsini voulait étonner, presque choquer ses visiteurs. Il aimait la compétition, alors il voulait être original par rapport aux autres jardins. Ensuite, il y a également un contraste entre les matériaux, qui sont travaillés de manière très différente. Et ça, c'est très important. Évidemment, la statue est bien plus aboutie, bien plus raffinée que la tortue, bien plus naturaliste. Elle semble quasiment jaillir de la roche, de la nature, en lien direct avec la nature environnante, avec les matériaux du lieu. Ça, c'est un autre aspect important. On voit ça très bien ici. En effet, elle naît de la terre même, donc il y a une notion de continuité. Là maintenant, on peut aller voir d'autres œuvres. Il y en a une vraiment sensationnelle. C'est la Maison penchée, où on peut observer d'autres caractéristiques significatives du maniérisme. Voilà, nous sommes arrivés. C'est la petite maison penchée. C'est un autre exemple très significatif d'une réalisation dite maniériste. Comme les statues, celle-ci aussi semble jaillir du sol. Mais c'est une architecture plutôt conventionnelle. Elle n'est pas comparable à d'autres architectures de cette période, qui sont beaucoup plus originales. Mais ce qui bouleverse l'observateur, c'est qu'elle soit volontairement penchée. L'osservatore è il fatto che appunto sia volutamente pendente. Voilà les escaliers jusque-là, ça va. C'est quand on rentre que ça devient plus compliqué. Oui. Alors là, l'effet, il est immédiat. Mais je trouve qu'on dirait plutôt un effet psychédélique qu'un effet psychologique, parce qu'on est tout de suite étourdi, en fait, quand on rentre dans cette maison. Oui, quasiment un malaise physique. Et je trouve que pour retrouver son équilibre, il faut vraiment qu'on sorte, en fait. Oui, on peut essayer.
À la mort de Vicino Orsini, en 1585, le jardin est abandonné pendant près de 350 ans. C'est au milieu du XXe siècle qu'il est redécouvert, notamment grâce à Salvador Dali, qui se passionne pour le maniérisme et les statues insolites du lieu. Il tentera même, en vain, d'acheter le jardin au gouvernement italien. Dans les années 1950, la famille Bettini acquiert la propriété. Sacro Bosco reste encore aujourd'hui une source d'inspiration pour les artistes, comme Tommaso Caccella, peintre et plasticien. Il connaît le parc depuis son enfance. La personnalité de Vicino Orsini et les statues du bois nourrissent son imaginaire. Tommaso, c'est quoi ta perception du personnage d'Orsini ? Orsini était un personnage de son temps, un personnage moderne. C'était un guerrier, mais un guerrier marqué par la vie tumultueuse qu'il a eue. Et dans ce lieu très étrange, il ne s'est pas inventé une retraite tranquille. Il a développé son intériorité. Il revendique le monstrueux, l'absurde. Il remet en cause l'Église à une époque de grands bouleversements. Il était absolument païen. Il puise son inspiration dans l'Antiquité et la beauté. Et il était également nourri par l'érotisme, avec une attirance très forte pour la mort. Viens, c'est mon atelier. Je travaille ici. Là, ce sont les fenêtres qui donnent sur l'Étrurie. Et là, ce sont mes couleurs. La couleur, je la fais tout seul. C'est très important, parce que mes tableaux sont denses en couleurs. Mais là, Tommaso, quand on voit tes étagères et tous tes pigments, on voit que tu as une gamme colorée qui est très variée. Quand on regarde le paysage, je ne dirais pas que c'est pas varié, mais on est quand même plutôt sur des beiges, sur des gris, sur des verts. Le paysage est immergé dans la lumière, et la lumière a toutes les couleurs. Quand tu vois un paysage, oui, il est vert, mais l'histoire de l'art enseigne que les paysages portent toutes les couleurs de l'âme. La couleur de la pierre, elle est importante aussi ici. Là, elle se démarque des verts de la forêt. Pour les couleurs, cette région est très grise. C'est à cause du pépérin, cette pierre volcanique. C'est une couleur gris plat. Et c'est probable qu'Orsini, qui n'en pouvait plus de ce gris, a peint ces statues fantastiques. Le parc des monstres était coloré. Comme les statues romaines, tout était coloré. À l'époque, la couleur était un privilège. Il n'y avait pas de voitures colorées, ni la télévision en couleur. Nous, aujourd'hui, nous sommes submergés par les couleurs. À cette époque, c'était quelque chose de précieux. Un hôtel devait être coloré. Et la couleur, c'est le moment le plus sacré de l'art. Depuis toujours, les autels des églises sont très colorés, avec la Madone, avec des bleus précieux, avec de l'or, avec des rouges. Et le jardin même de Bomarzo était entièrement coloré. L'artiste est vraiment le directeur des couleurs, qui sont un signe de vie, un hommage au côté sacré, au mystère. Si la plupart des sculptures du Sacro Bosco étaient colorées, avec le passage du temps, les mousses et les lichens ont eu raison des couleurs d'origine. Alessandra Risolo, restauratrice, vient régulièrement travailler sur les statues endommagées. Alors Alessandra, tu es en train de faire ta visite de contrôle, c'est ça ? Oui, je suis en train de contrôler une intervention que nous avons déjà faite sur les plis de la jupe du guerrier.
Le guerrier représente en réalité le fils d'Orsini qui est mort à la guerre. Et nous sommes intervenus uniquement à cet endroit parce que là, il y avait un état de dégradation évident qui risquait de faire disparaître des reliefs. Comme on peut le voir, il y a eu une attaque microbiologique et on a déjà perdu des portions du relief, des détails des plis, qui ont été ensuite colmatés pour protéger les zones de fracture. Et là, ça va. Oui, ça va plutôt bien. Alessandra, là, l'éléphant, il est édifiant. On voit bien comment il est sculpté directement dans la masse sur cette pierre qui affleure. C'est une pierre particulière qui a tendance à accueillir ce type de lichen, ce type de mousse. Oui, le pépérin est une pierre particulière parce que c'est une pierre d'origine magmatique. Cette roche est un agrégat de sédiments du volcan. Et c'est une pierre constituée de différents éléments qui lui donnent une composition particulière. C'est une pierre très résistante, mais elle a une surface poreuse. Même si le monument ou le bâtiment vient juste d'être construit, elle a tendance à maintenir l'humidité, ce qui a pour conséquence l'attaque par les micro-organismes. Donc Alessandra, ça c'était une visite de contrôle. Aujourd'hui, tu travailles sur la crinière du lion qui est en train d'attaquer le dragon, là, juste à côté. Oui, je dois intervenir là-bas car c'est une partie effectivement très attaquée par les micro-organismes. Allons-y. Merci. Mais c'est millimètre par millimètre, là. Donc Alessandra, là, tu es en train de retirer le lichen, mais j'imagine que c'est insuffisant. Il y a d'autres opérations. Oui, après cette première opération pour réduire un peu la surface du lichen, nous poursuivons en appliquant un produit chimique. Cette opération-là est vraiment très sommaire. Elle sert à mieux faire pénétrer le produit. Alors moi, je trouve que quand même, ce lichen, il est beau. Ce lichen, il participe à la patine du jardin. Finalement, c'est un peu terrible. Tu l'enlèves parce qu'il faut l'enlever. Mais c'est lui qui fait que ces statues sont belles aussi. Oui, je suis d'accord, mais je suis finalement contrainte de sacrifier certaines choses et dans la douleur, car effectivement elles font partie du paysage, elles contribuent au charme que nous offrent ces œuvres sculptées. Mais nous devons arriver à un compromis. Nous devons contenir l'attaque des micro-organismes pour préserver l'œuvre, la conserver. Nous n'arriverons jamais à combattre complètement l'attaque biologique parce qu'elle se recrée indéfiniment avec le temps, mais nous avons un devoir de vigilance. Il faut être vigilant, mais ne jamais agir avec trop d'obstination, car de toute façon, les micro-organismes vivent plusieurs siècles. Maria Luisa Sacrobosco, finalement, il naît et il meurt avec Orsini. Finalement, c'est un jardin qui est autobiographique. Le jardin naît et grandit avec Vicino Orsini, mais il ne meurt pas avec lui. Aujourd'hui, il est vivant, très vivant. Le temple est dédié à sa femme Giulia, qui est morte prématurément. De la même manière, son fils, qui est mort dans la bataille de Lépante, est représenté par le soldat recueilli par l'éléphant. C'est aussi un parcours douloureux. Le petit temple est l'unique élément qui pouvait se voir depuis le palais. Vicino Orsini pouvait le regarder et se souvenir de sa femme Giulia. Mais ce petit temple signifie également la récompense pour celui qui a vaincu tous les monstres,
qui représente l'adversité et les peurs de la vie. Si on a le courage d'affronter ses propres peurs, on arrive sur cette petite colline qui représente un peu le paradis, donc la récompense finale, dans ce parc qui est un véritable parcours initiatique.